à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Isère Mag, le mag du département. Le dossier de ce numéro, la stratégie pour la transition écologique. Et ce n'est pas Romain Pourreau, éleveur à Gilonnet, éleveur de poules apparemment, mais Vincent Chicry, le vice-président du département chargé de la transition écologique qui va nous accompagner une partie de cette émission. Et comme il est également maire de Bourgoin-Jallieu, nous avons convenu de nous retrouver devant la maison du département. Je vais aller le rejoindre dans un instant, mais pour découvrir les autres sujets de cette Isère Mag, je vous laisse jeter un coup d'œil au sommaire. Le département de l'Isère prend ses clics et ses salles. Le dispositif Un clic, une salle permet à des associations d'occuper des espaces gérés par la collectivité et temporairement vides. C'est la 4e édition de la bourse Coup de pouce Jeune Isère pour les 11-25 ans qui ont des rêves plein la tête dans des domaines divers et variés et pas beaucoup de moyens financiers. Pour aller à la rencontre des populations qui n'ont pas toujours un accès facile aux soins, le département de l'Isère se dote d'un nouveau camion santé financé par l'ARS. C'est dans la boîte avec Cap Container, une entreprise de l'île d'Abo, qui donne une seconde vie aux containers maritimes, récompensés dans la catégorie engagement responsable, transition écologique et énergétique. Et puis Karina Kaikkonen transforme nos anciens vêtements en tableaux, installations et sculptures, à voir dans le cadre de la saison départementale des habits et nuits. Bonjour. Bonjour Vincent Chicry. Bonjour. Je rappelle que vous êtes vice-président du département de l'Isère en charge de la transition écologique. Évidemment, le dérèglement climatique s'accélère, on le sait tous, il est d'ailleurs 2 fois plus marqué dans les Alpes qu'ailleurs, ce qui pose évidemment des questions de solidarité humaine et territoriale, dont le département est garant. La stratégie globale du département, le schéma des transitions, vous l'avez symbolisé par une boussole. Alors moi aussi, j'ai apporté ma boussole, mais évidemment, c'est pas la même. Non, c'est pas exactement la même, mais l'idée est la même, c'est de montrer le nord, de montrer le cap. Et ce cap, c'est effectivement celui de la transition écologique, mais avec les valeurs qui sont celles du département, c'est-à-dire basées sur la science, avec des objectifs mesurables, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre. Et puis en étant très pragmatique, on n'est pas là pour punir, on est là pour inciter, pour informer. On est là aussi pour accompagner nos partenaires. Nos partenaires, c'est notamment les collectivités, parce que le département est le premier partenaire des communes. Et donc souvent, ce qu'on fait, c'est plutôt pour inciter les collectivités à aller dans l'avant ou les accompagner, par exemple quand elles déploient des panneaux photovoltaïques, quand elles plantent des arbres, des choses comme ça. Donc des choses très concrètes, très simples, mais qui peuvent avoir un vrai impact sur notre empreinte écologique. Mais vous n'êtes pas là pour donner des leçons, des bons, des mauvais points, c'est pas l'idée. Absolument pas. D'ailleurs, quand on est arrivé, on a supprimé quelque chose qui s'appelait l'éco-conditionnalité, où avant de donner une subvention, on vérifiait que les communes faisaient bien. Et on nous a dit à l'époque, mais alors c'est que vous n'êtes pas du écologique. En fait, c'est pas du tout ça. C'est que nous, on pense que les maires, ils sont tout à fait aussi capables que nous d'avoir une politique écologique et des objectifs de bon sens. Et nous, on est plutôt là pour, par exemple, leur dire si vous plantez des arbres, on va vous aider à financer ces arbres. Ou pour leur dire si vous avez un projet de déployer des panneaux photovoltaïques sur un territoire d'une intercommunalité, on va vous accompagner, vous aider, vous financer les études, financer le diagnostic, des choses comme ça. Et vous êtes aussi là pour donner le bon exemple quand même. Absolument. Une de nos valeurs, c'est l'exemplarité. Et dans ces politiques publiques, le département a vraiment fait beaucoup au cours du précédent mandat et de celui-ci. Si on regarde le total de nos émissions de gaz à effet de serre, en fait, il y a 3 grands postes. Le premier, c'est tout ce qui est bâtiment. Et là-dessus, on a fait des gros investissements, notamment l'hôtel du département, des investissements considérables, mais aussi dans d'autres bâtiments du parc du département et aussi les collèges. Il y a des très gros investissements dans les collèges, pas seulement d'ailleurs pour les isoler, mais aussi pour faire ce qu'on appelle des cours oasis, ramener de la verdure, ramener des arbres. Tout ça, c'est à la fois de la politique écologique, on veut économiser de l'énergie ou des émissions, mais c'est aussi une politique de confort, de qualité de vie pour nos élèves dans les collèges, par exemple. Donc il y a tout ce qui concerne le bâtiment.
Ensuite, il y a ce qui concerne l'alimentation. Alors, on revient au collège, par exemple, l'alimentation des jeunes. On veut que ce soit local, bio. On veut limiter le gaspillage d'une manière très simple et très efficace de limiter, de diminuer notre empreinte écologique. Et il y a eu des gros progrès à faire dans ce domaine-là. Et puis, le dernier domaine qui est un peu plus difficile, c'est la voirie. Mais même dans le domaine de la voirie, on a des pistes, par exemple des enrobés tièdes qui permettent d'avoir moins d'émissions quand on fait de la voirie. Donc voilà, on déploie vraiment toutes ces stratégies en parallèle pour que le département soit exemplaire. On considère que la première manière de faire pour le département et pour l'ensemble de ce territoire, c'est déjà de montrer que nous, on est capable de prendre nos responsabilités. Et parmi les aides récentes que vous avez présentées, vous avez signé, le département a signé récemment une charte pour financer l'accompagnement des établissements médico-sociaux dans le but de réduire la facture énergétique. Absolument. En fait, on a commencé par mettre en place ce qu'on a appelé le bonus écologique pour que des communes qui fassent des travaux de rénovation énergétique et un petit bonus supplémentaire au-delà de l'aide traditionnelle qu'on pouvait donner pour ce type de travaux. On a fait ce qui concernait notre parc à nous, j'en ai parlé, avec les collèges, l'hôtel du département. Et puis l'étape suivante, c'était de dire qu'est-ce qu'on a encore ensuite dans notre orbite un peu plus large. Et il y a notamment les établissements médico-sociaux qui n'appartiennent pas au département, mais qui dépendent beaucoup de notre politique. Nous, on soutient les personnes âgées. Et donc, il y avait cette idée d'accompagner les responsables de ces établissements. En plus, c'est un milieu qui est un peu éclaté, ils n'ont pas forcément toujours les moyens, l'ingénierie. Donc, on va les accompagner pour mettre en place ces politiques d'amélioration de la performance thermique. Et c'est d'autant plus important que là aussi, on veut faire des économies, mais on veut aussi que nos aînés y vivent bien. C'est vrai que quand il y a une vague de chaleur, pouvoir être bien dans son EHPAD, c'est quand même super important. C'est même un enjeu vital. Donc, c'est pour ça que c'était important pour nous. Et puis de faire tous ces gestes, ça montre aussi que c'est possible, finalement. On peut y arriver s'il y a des actions qui sont menées. Absolument, c'est possible, c'est concret, c'est pragmatique. Nous, on n'est pas dans les grandes déclarations, on ne ressort pas les rapports du GIEC chaque fois qu'on veut planter un arbre quelque part, mais on pense qu'avec des actions concrètes, c'est finalement la meilleure manière d'obtenir des résultats et de montrer ce qu'est la transition écologique. Bon, alors cette fameuse boussole, on va la découvrir au fil du mandat. Mais moi, je voulais me rendre au parc des Lilates. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle direction ça se situe? Alors, c'est un petit peu par là-bas, donc on va dire au nord-ouest, et c'est pas très loin. Vous allez y arriver facilement. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Alors vous l'avez vu, grâce au bon conseil de Vincent Chriqui, j'ai réussi à trouver ce très beau parc au cœur de Bourgoin-Jallieu. Si vous êtes collégien, lycéen, étudiant, si vous avez entre 11 et 25 ans, bref, si vous êtes jeune, la chance, vous pouvez bénéficier grâce au département de l'Isère et à la caisse d'allocation familiale d'un sacré coup de pouce. Depuis 2022, 94 projets portés par 500 jeunes ont bénéficié du coup de pouce Jeunes Isère pour financer vos aides et vos projets. Nous sommes à la 4e édition et nous en sommes très fiers, un partenariat avec la CAF où nous proposons aux jeunes de réaliser leurs rêves, en tous les cas de les accompagner financièrement dans la réalisation d'un projet qu'ils portent seuls ou accompagnés par des associations. Voilà, avec tous les sujets sont possibles et ils peuvent obtenir une bourse de plus de 3 000 euros en tous les cas. Il y a des projets caritatifs, il y a des projets de films, il y a des projets de voyage. Enfin, des choses extrêmement diverses et variées, mais beaucoup de choses dans le milieu, sur le caritatif, sur l'aide aux autres. Voilà, beaucoup de choses extrêmement intéressantes et innovantes. Alors moi, mon projet, du coup, c'est un projet de film court qui s'appelle Réflexion. C'est un film qui tourne autour de la santé mentale, notamment chez les jeunes, où on suit l'histoire d'Azad, qui est un jeune qui va traverser des difficultés comme on peut tous en traverser. Donc là, c'est vrai que c'était aussi un défi de savoir gérer un budget, mais ça met aussi à l'aise sur l'équipe et aussi ça a permis que ça se fasse dans de très bonnes conditions. On a pu nourrir les personnes, on a pu défrayer du matériel, on a pu défrayer des déplacements, on a pu voilà, et aussi ça apporte une crédibilité et puis ça apporte des opportunités comme celle-ci pour parler de ce projet et pour diffuser le message. Pour l'édition 2025, les candidatures sont à déposer avant le 11 avril midi au plus tard. Les
projet, c'est formidable, à condition bien sûr d'être en bonne santé. Le département a aussi une mission de santé publique et de prévention qui s'adapte et évolue. La tuberculose, par exemple, n'a pas disparu, pas en Isère plus qu'ailleurs. Et pour toucher les personnes à risque qui peuvent arriver de pays avec un fort taux d'incidence ou alors les personnes en situation de forte vulnérabilité, l'Agence régionale de santé a financé un nouveau camion équipé. Mais ce n'est pas sa seule mission. À la conduite, le centre départemental de santé. C'est un sujet de Mirko Pesci. Un camion de mission, lutter contre la tuberculose et proposer des consultations de médecine générale. Mis en place par le département de l'Isère, ce cabinet médical ambulant roule vers les populations fragiles. L'Aller Vert permet d'aller dans des lieux où on peut toucher des personnes qui ne viendraient pas spontanément au centre de santé. Par exemple, si on veut faire de la vaccination, on peut aller dans des centres d'hébergement, dans des squats. À l'heure actuelle, parfois, les locaux, c'était pas bien évident de pouvoir réaliser ces actes. Là, on va être tranquille, on aura notre cadre, notre matériel, on aura l'hygiène qu'on le souhaite. Pendant 20 ans, en Isère, un poids lourd réalisait déjà des radios de poumons. Mais trop encombrant et dépassé, l'ancien camion a donc été modernisé. L'équipement a été financé par l'Agence régionale de santé pour 315 000 €, dont 115 000 pour l'acquisition de l'appareil de radiologie pulmonaire. Donc vous avez la partie radiologie qui se trouve ici. Vous avez une porte et une cloison qui sont plombées pour la protection contre les rayons. Donc une fois que les radios pulmonaires sont finies, on enlève le capteur qui se trouve ici. On enlève l'émetteur qui se trouve ici, on les met dans la valise pour le transport. Et quand le camion il sert de radiologie, de consultation médicale, tout cet appareil est enlevé et cette salle peut servir de cabine de déshabillage pour le patient. Et on a un produit parfaitement polyvalent. En Isère, une centaine de cas de tuberculose est recensée chaque année. Le camion va aussi développer des projets de vaccination ou de dépistage de maladies sexuellement transmissibles dans des milieux souvent loin des centres départementaux de santé qui proposent aussi ce type de soins. Dans le centre de santé, on va jusqu'à faire analyser aux personnes qu'est-ce qu'un consentement. Et puis, c'est la vaccination, la prévention. Donc, vous voyez, le panel est extrêmement large. On fait aussi de l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse, des missions de prévention, des missions essentielles pour des publics précaires. En 2024, 20 000 personnes ont sollicité le centre départemental de santé de l'Isère. Mais le manque de médecins reste problématique pour garantir un accès équitable aux soins. Le camion peut aussi assurer des permanences dans les territoires où certains services sont momentanément interrompus et aller à la rencontre des saisonniers dans les stations. Si un camion peut devenir un cabinet médical, pourquoi un container maritime ne pourrait-il pas devenir un food truck, un logement ou même une salle de classe? C'est le pari d'un entrepreneur de l'île d'Abo et de son équipe. Maxime Sonnen les a rencontrés. Rien ne se perd, tout se transforme. Une formule qui a été prise au pied de la lettre par Claude Nassau, qui depuis 2017 dirige son entreprise Cap Conteneur à l'île d'Abo. Son objectif ? Recycler les conteneurs pour les transformer en équipements utiles, mobiles et bon marché. Notre matière première, c'est le conteneur maritime, donc c'est du conteneur de réutilisation. Et ensuite, on le met en atelier, on le transforme sur différentes formes, donc l'événementiel, l'industrie, l'immobilier, le bâtiment. Plusieurs chaudronniers et ouvriers soudent et découpent toute la journée pour permettre de transformer ces boîtes métalliques sombres en des lieux de vie, de travail ou de stockage parfois surprenants. Après l'électrification, la ventilation, l'ameublement et la décoration, il est même difficile de percevoir que l'on se trouve encore dans un container. Pourtant, ces pièces à l'apparence banale peuvent se déplacer au bon vouloir et l'entreprise est capable de les produire en seulement 2 mois de travail. Tout dépend des projets, bien sûr, pour le délai de fabrication et l'intégration qu'on doit faire à l'intérieur. On travaille tout le projet, on propose un accompagnement intégral à nos clients, c'est-à-dire on travaille depuis le design, la conception, la fabrication, l'intégration et la livraison et montage quand il y a plusieurs modules au système ensemble. Notre dernière réalisation, il s'agit de la construction d'un bâtiment 100% sur la base des conteneurs maritimes. C'est une extension d'école dans laquelle on a pu fabriquer 5 salles de cours supplémentaires pour l'école. Avec une utilisation dans le monde toujours grandissante,
les containers maritimes usés sont devenus une manne peu chère et extrêmement accessible. Les procédés de transformation se sont alors rapidement développés il y a 20 ans et aujourd'hui, la demande n'a jamais été aussi forte. Cap Container vend et loue ses équipements à des clients partout en France qui peuvent ensuite les redéployer où bon leur semble. Ça, c'est un plan de travail, bien sûr. Les bureaux, il faut qu'ils soient placés. Il y avait un poste de travail ici, un poste là et un poste là-bas. Ce conteneur doit être livré dans une quinzaine de jours. En 2024, l'entreprise est devenue l'un des lauréats du prix décerné par Isère Attractivité dans la catégorie Engagement responsable. Une belle récompense pour un succès bien à flot. Cap Container a également équipé le centre de formation des sapeurs-pompiers de la Côte-Saint-André en caissons à feu. Vous connaissez peut-être la salle sur demande du château de Poudlard dans Harry Potter. Eh bien, son tour de passe-passe, en 2022, le département a créé le dispositif Un clic, une salle pour proposer aux associations des mètres de carrés de locaux ponctuellement inoccupés. Voyez le reportage de Mirko Pesci. Le soir, le week-end ou pendant les vacances, les collèges sont vides. Pourtant, ils ont l'équipement adapté pour accueillir des activités sportives. Alors, depuis 2022, le département ouvre leurs portes aux associations qui manquent de place. On s'entraîne ici, on a 7 équipes. On est un petit village encore, donc c'est un privilège d'avoir accès à cette structure, puisqu'il est quasi neuf. Donc on est depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et l'infrastructure est chouette, donc on est content. D'ailleurs, on a augmenté nos nombres de licenciés, donc c'était l'objectif. Aujourd'hui. On est à 80 à peu près licenciés, donc c'est plutôt positif parce qu'avant on avait accès au gymnase communal en bas. Salle de réunion, de restauration ou encore internat, de nombreux types d'infrastructures sont disponibles. Aujourd'hui, 60 associations en profitent avec 300 réservations enregistrées entre 2022 et 2025. Le processus se poursuit en sachant que les collèges sont de plus en plus enclins à vouloir ouvrir leurs espaces et que nous sommes de plus en plus enclins à se dire que l'argent public, c'est de l'argent qui se fait rare et qu'il faut mutualiser. L'objectif, c'est que ces associations puissent bénéficier des installations du collège, qui sont tout à fait neuves et récentes, et donc de pouvoir profiter des terrains sportifs, mais aussi en fait d'une salle donc modulable d'une superficie de 105 mètres carrés. Sur les 50 gymnases de collège, 8 sont disponibles. Pour réserver, tout se passe sur le site Un clic, une salle. Les tarifs varient de 12 € l'heure pour un gymnase à 25 € pour un auditorium. Le dispositif est extrêmement simple. Il suffit de se connecter en fait sur un site. Donc on peut y accéder directement à partir de Google. On écrit une salle, donc un clic. Voilà. Et puis nous tombons sur les différentes réservations. On accepte toutes les demandes. Les associations en fait de toute façon se positionnent en fonction des créneaux qui sont libres. Voilà. Donc il y a encore quelques créneaux libres. Chacun à sa place. D'ici 3 ans, le département vise à intégrer la totalité des gymnases de ses 97 collèges publics ainsi que la grande majorité des maisons du département. Le dispositif a reçu le soutien de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires qui incite maintenant d'autres territoires à prendre exemple. En 2025, on célèbre un anniversaire capital, le mien bien sûr, mais aussi celui de la Tour Perret de Grenoble qui aura le double de mon âge. Je vous laisse faire le calcul. L'édifice conçu par Auguste Perret a été érigé dans le parc Paul Mistral il y a tout juste 100 ans pour l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. De nombreux événements viendront ponctuer le centenaire de cet événement avec Hydro 21, le département de l'Isère, Grenoble-Alpes Métropole et les communautés de communes du Grésivaudan et de l'Oisan. La Tour Perret, qui n'a pas vu de visiteurs depuis 60 ans, rouvrira en 2026 à l'issue d'un chantier de 15,5 millions d'euros, dont 3 millions d'euros financés par le département. Elle n'a pour l'instant pas prévu d'emballer la Tour Perret, mais avec l'imagination des artistes, on ne sait jamais. Originaire de Finlande, Carina Kaikkonen parcourt le monde depuis les années 80 pour présenter ses installations monumentales créées in situ à partir de vêtements de seconde main. Puisque les chemises souvent blanches sont au cœur de son travail, il était normal que le département lui accorde sa nouvelle carte blanche. C'est un sujet de Maxime Sonnen.
La saison artistique des musées du département suit son cours, avec son thème central, Déshabillez-nous. Et pour une nouvelle exposition au musée Hébert, une carte blanche a été donnée à l'artiste finlandaise Kaarina Kaikkonen, connue internationalement depuis 20 ans pour ses installations spectaculaires fabriquées à partir de vêtements. L'artiste montre ici en fait tout ce travail qu'elle fait autour du vêtement, mais qui est complètement inédit, qui est une approche totalement nouvelle et qui est parfois un peu étonnante, voire déstabilisante, mais aussi très très poétique, et donc qui montre que le vêtement il peut être vraiment abordé sous des angles très différents. Matériau de fabrication fétiche de l'artiste, la chemise est omniprésente dans les œuvres de l'exposition. Elles ont toutes été déjà utilisées et portées et proviennent de dons ou de collectes, un moyen de leur redonner une seconde vie et de continuer de raconter leur histoire. Les chemises d'hommes sont importantes pour moi. Ça tient à l'expérience de mon enfance, car mon père est décédé sous mes yeux lorsque j'étais une petite fille. Après sa mort, j'ai ressenti le besoin d'avoir ces chemises autour de moi. Ça me permettait de ressentir encore son amour près de moi lorsque je les portais. En tant qu'artiste, l'idée m'est venue de me dire que chaque chemise porte en elle un peu d'énergie, que chaque chemise porte encore un cœur aimant. Beaucoup des productions artistiques ont été créées spécialement pour l'occasion, comme celle-ci, qui évoque la mort du père de Kaarina et dont le nom ne m'oublie pas est également celui de l'exposition. Sur la terrasse, une autre œuvre éphémère, Ouvrez tous vos rideaux, a même été improvisée sur le coup de l'inspiration. Regardez la vue, regardez les montagnes qui sont là, c'est tellement inspirant. Cet endroit, par exemple, est magnifique. En quelque sorte, c'était conçu pour ce genre de travail, cet endroit m'attendait. Je sentais que je devais créer quelque chose ici. L'exposition se déplacera ensuite au musée archéologique et au musée dauphinois, avec à chaque fois de nouvelles créations uniques. De nombreuses chemises seront nécessaires, alors n'hésitez pas à en ramener pour les voir transformées en art contemporain. Pour les prochaines expositions, des espaces de collecte sont mis en place dans les musées. L'artiste a quand même une petite condition, éviter les teintes foncées, marron et noir. Si vous passez par le musée Hébert, n'oubliez pas d'aller au jardin où vous attendent pour quelques jours encore les sculptures monumentales de l'artiste plasticien Lilian Bourgeat. Porte-manteaux, bottes, étendoirs à linge et d'autres objets du quotidien qui semblent avoir pris un fortifiant. On est toujours dans le cadre de la saison culturelle Déshabillez-nous, une expo ludique où ce n'est pas la taille qui compte et qui donne à explorer un autre rapport au monde et à soi-même. Autre exposition haute en couleurs dans le quartier Saint-Bruno de Voiron, Les Orients de Mincieux, le goût de l'ailleurs, qui explore les voyages et inspirations du peintre collectionneur voironnais Lucien Mincieux dans le musée qui porte son nom. De l'Orient fantasmé à celui des artistes voyageurs, en passant par les visions de la femme orientale, Eugène Delacroix n'est jamais très loin. Parmi les 76 œuvres et archives présentées, le prêt exceptionnel d'un carnet de croquis de Delacroix par le musée de Grenoble. Sur et dans les pas des résistants, la 11e course de la résistance organisée par le département dans le cadre des commémorations du 8 mai 1945 se déroulera cette année à Vianney dans le pays viennois. Parce que le 8 mai n'est pas qu'un jour férié, venez participer à cet événement qui propose plusieurs épreuves autour de 5 lieux emblématiques de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Course à pied, parcours cyclotouristique, randonnée pour les enfants et nombreuses animations sportives et culturelles. Et puis du 28 mai au 1er juin, les routes de l'Isère vont vibrer au rythme de l'Alpe Isère Tour. La 34e édition de cette compétition cycliste internationale promet des paysages à couper le souffle et des ascensions épiques autour de Charvieux-Chavagneux, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Joseph-de-Rivière ou de Lamure. Et surtout une ambiance inoubliable. La preuve, le Tour a même son hymne. Toutes ces infos, vous les retrouvez dans le magazine papier Isère Mag et bien plus encore sur le site isère.fr qui fait peau neuve. Une nouvelle formule plus accessible et plus dynamique pour découvrir toutes les missions du département, vos élus, celles et ceux qui font l'actualité, ce qui se passe près de chez vous ou encore comment accomplir vos démarches, que vous soyez particulier, entreprise, collectivité ou association, et même les anciens numéros d'Isère Mag et d'Alpizir. Bref, isère.fr, c'est votre département à portée de clic. Quant à nous, c'est fini pour aujourd'hui. Grâce à notre boussole, on a pu maintenir le cap. Alors à très bientôt.